Le Titanic. Bon, on connaît l'histoire, je ne vais pas vous la refaire. C'était le fleuron maritime du début du XXe siècle, le navire le plus majestueux et somptueux de son époque, dont sa réputation le qualifiait d'insubmersible. Sa traversée inaugurale en avril 1912 se terminera par un naufrage qui restera gravé dans les mémoires. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer l'histoire de son naufrage, d'autres l'ont déjà fait et avec brio. Ce que j'aimerais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de deux passagers. L'une était comédienne et actrice, l'autre était propriétaire de nombreux théâtres. On s'appelle pas de théâtre et d'histoire pour rien ici. Alors, installez-vous confortablement et embarquez avec moi à bord du plus grand paquebot de l'époque et suivons le destin de ces deux passagers. Laissez-moi tout d'abord vous présenter Dorothy Gibson, née le 17 mai 1889 dans le New Jersey. Sa carrière débute en 1906 où elle est devenue comédienne et chanteuse dans les théâtres de Broadway, notamment dans des vaudevilles. En 1911, elle se lance dans le cinéma et devient l'égérie des studios de cinéma Éclair. Elle deviendra l'une des premières actrices du cinéma muet aux États-Unis. Dans le courant du mois de mars 1912, elle part voyager avec sa mère en Europe et prévoit leur retour aux États-Unis à bord du Titanic. Les deux femmes embarquent à bord le 10 avril 1912 en première classe lorsque le paquebot fait escale à Cherbourg. Dorothy racontera plus tard avoir passé un agréable voyage jusqu'à cette nuit du 14 avril. Dans son témoignage, elle décrit avoir passé la soirée à jouer au bridge dans un salon de première classe avec sa mère, un certain William Sloper. Alors, vous savez, j'aime bien faire des apartés. Alors laissez-moi vous expliquer pourquoi William Sloper a embarqué à bord du Titanic. William Sloper est un courtier qui devait voyager sur le Mauritania, mais il tombe amoureux d'une dénommée Alice Fortune et a modifié ses billets pour voyager avec elle à bord du Titanic. Parfois l'amour peut vous faire de belles bêtises. Le dernier membre de cette équipe de bridge est Frederick Seward, un avocat et un paroissien fréquentant la même église que Dorothy. Un peu avant 23h40, les deux femmes décident de faire une promenade sur le pont avant d'aller se coucher. Dorothy demande à William Sloper de les accompagner, mais ce dernier leur conseille d'aller s'habiller plus chaudement car il fait très froid dehors. Ils se donnent rendez-vous sur le palier du pont A. En arrivant à leur cabine, la mère de Dorothy renonce finalement à faire cette promenade nocturne. C'est en sortant de sa cabine que Dorothy ressent une légère vibration et des grincements. Bien que cela ne l'alarme pas, elle décide quand même d'aller se renseigner. Un steward ordonne alors à Dorothy et sa mère de mettre leur gilet de sauvetage et de monter sur le pont. Elles obéissent et se rendent sur le pont A où elles retrouvent William Sloper. C'est à ce moment que Dorothy remarque que l'avant du paquebot commence à s'incliner légèrement, mais rien n'indiquait un danger imminent. Mettons-nous à l'instant à la place des passagers. Il fait très froid dehors, le paquebot n'a pas l'air d'être dans un état critique et on vous demande d'embarquer dans un petit canot de sauvetage par mesure de précaution. Avouez que c'est pas forcément très tentant de quitter la stabilité d'un navire pour se risquer sur une frêle esquif au milieu de l'océan. C'est ce qui explique que les officiers aient eu du mal à remplir les canots, du moins au début. Pour donner un exemple, le premier officier, William Murdoch, a beaucoup de mal à convaincre les passagers d'embarquer dans les canots. Mais revenons à Dorothy et sa mère. Leurs compagnons d'infortune, Sloper et Seward, les aident à s'installer dans le canot de sauvetage numéro 7. Le temps passant, Dorothy commence à avoir un mauvais pressentiment concernant l'avenir du paquebot. Elle insiste auprès de Sloper et de Seward pour qu'ils montent dans le canot avec elle. Après avoir reçu l'accord de l'officier Murdoch, ils embarquent à leur tour. Le canot numéro 7 est mis à l'eau vers minuit 40 avec seulement 28 personnes à son bord, alors qu'il peut en accueillir 65. C'est le premier canot à être mis à l'eau et il va être aux premières loges pour assister au naufrage. Lorsque le paquebot disparaît au fond de l'océan, Dorothy racontera qu'elle ne put jamais oublier les cris des personnes perdues au milieu de l'océan dans cette eau glacée. Les naufragés survivants furent heureusement sauvés par le Carpathia et après être arrivés à New York, Dorothy va être approchée par son manager pour tourner un film sur le naufrage. Et elle va non seulement tourner dans ce film, mais également aider à l'écriture de scénarios et elle va porter les mêmes habits qu'elle portait le soir du naufrage. Ah oui, mais là on est à fond dans les prémices de l'acteur studio, ou comment bien te faire revivre un moment de ta vie bien traumatisant. Parce que oui,
au début, Dorothy, elle n'était pas trop partante pour faire ce film quelques jours après l'une des plus grandes catastrophes maritimes de l'histoire. Et pourtant, elle finit par accepter. Le film va être un succès mondial. Dorothy va ensuite se tourner vers l'opéra avant de mettre fin à sa carrière après la Première Guerre mondiale. Elle se rend ensuite en Europe avec sa mère pour y vivre. Sauf qu'elle va commencer à avoir de la sympathie pour un petit courant qui commence à faire fureur en Europe, le fascisme. En 1944, elle change de conviction et elle se fait arrêter par la Gestapo alors qu'elle est en Italie. Elle est emprisonnée dans la prison San Vittore de Milan, dont elle s'échappe avec 2 autres détenus, le journaliste Indro Montanelli et le général Bortolo Zambo. Leur évasion a été rendue possible grâce à l'intervention du cardinal Ildefonso Schuster, archevêque de Milan et l'aumônier d'un groupe de résistants milanais. Après la Seconde Guerre mondiale, Dorothy vit à Paris et y décède d'une insuffisance cardiaque en 1946 dans une chambre de l'hôtel du Ritz. Dorothy s'éteint ainsi à l'âge de 56 ans après avoir survécu au naufrage du Titanic et à 2 guerres mondiales. On peut dire qu'elle a eu une vie bien remplie, en plus d'avoir été l'une des premières actrices du cinéma muet américain. Passons à présent à la vie d'un certain Henry Harris. Né le 1er décembre 1866 à Saint-Louis dans le Missouri, le jeune Henry grandit dans le monde théâtral. Et pour cause, son père, William Harris, est directeur de théâtre. Après ses études, Henry se lance comme son père dans la direction de théâtre et de compagnie. Une chose est sûre, c'est que Henry est très doué dans ce qu'il fait. Au début, il va être le manager de comédiennes comme Lily Gantry ou Amelia Bingham. Il lance même la carrière de Robert Edison, un comédien et futur star du cinéma muet américain. Une fois son réseau établi, il se lance dans l'acquisition de théâtre. Il acquiert tout d'abord le Columbia Theatre, puis en 1903 le Hudson Theatre. En 1909, il acquiert le Hackett Theatre qu'il renommera Harris Theatre en hommage à son père. Henry va également produire des pièces, sa plus célèbre, Le Lion et la Souris en 1905. Une pièce qui, soit dit en passant, le fera devenir millionnaire. Outre son talent de businessman, il sait également repérer les nouveaux talents. Il va lancer la carrière de Elsie Ferguson, Mae West et Ina Claire, 3 comédiennes et actrices populaires du début du XXe siècle. Et en plus de toutes ces activités, il possède d'autres théâtres à Chicago et Philadelphie. Venons-en maintenant à la partie qui nous intéresse, son voyage à bord du Titanic. Sa femme Renée et lui-même embarquent à Southampton, en Angleterre, le 10 avril 1912. Le couple occupe une cabine de première classe et le voyage se passe sans incident jusqu'au 14 avril. Et on va attendre encore un peu pour la collision avec l'iceberg, car dans la journée, il s'est passé quelque chose d'inattendu pour le couple. Renée, la femme de Henry, s'est cassé le bras. Bon, je sais, c'est pas l'info du siècle, mais laissez-moi dérouler le fil. En effet, Renée, au milieu de la journée, aurait glissé sur un biscuit à thé en revenant du salon de lecture et aurait chuté dans les marches du grand escalier. Et vous savez ce qu'elle aurait dit au docteur qui l'a soignée ? « Oh, quelle journée ! Oh, rien de pire ne peut m'arriver. » C'est drôle parfois, hein, quand le sort décide de s'acharner. Le soir même, alors que Renée se trouve dans sa chambre et peine à trouver le sommeil à cause de la douleur dans son bras, elle se met à fixer sa penderie et observe le léger balancement de ses vêtements sur les cintres. Puis tout à coup, le mouvement de balancier s'arrête. Renée ressent alors comme un calme très étrange. Suite à cette impression, elle arrive à convaincre son mari de monter avec elle sur le pont. Grâce au témoignage d'un passager de première classe, George Brighton, on en sait un peu plus sur le récit du couple Harris pendant le naufrage. Le couple se serait approché du canot pliable D et alors qu'ils étaient sur le point d'embarquer, l'officier Lightoller s'adresse à Henry en lui disant « Les femmes d'abord ». Ce à quoi Henry aurait répondu « Bien sûr, certainement, les femmes d'abord ». Pour vous donner une idée de la situation, le canot pliable D a été mis à l'eau vers 2h05 du matin. C'est le dernier à être parti du Titanic. La tension était telle que les officiers et les marins sont obligés de former une chaîne humaine pour retenir les hommes de monter. On ne peut qu'imaginer les adieux qui ont pu se faire entre Henry et Renée, l'un et l'autre sachant qu'ils avaient peu de chances de se revoir. Ironie du sort, le canot part alors qu'il n'est qu'à moitié rempli. 24 personnes pour 47 places. En effet, l'officier Lightoller a appliqué pendant tout le naufrage la maxime « les femmes et les enfants d'abord ». De toute la soirée, un seul homme a réussi à embarquer dans un canot qui était sous la supervision de Lightoller. Et encore, il a accepté qu'il monte, mais uniquement pour ramer.
Henry Harris périt dans le naufrage. Son corps, s'il a été retrouvé, ne fut malheureusement jamais identifié. Après que René ait été sauvé par le Carpathia, cette dernière va devoir vivre une nouvelle épreuve en supplément de son récent deuil. Les dettes de son mari. En effet, après le naufrage, les journaux ont étalé au grand jour les dettes d'Henry, ce qui contraste fortement avec l'image de producteur prospère qu'il avait. Mais René ne va pas se laisser abattre. Elle va demander une prime d'assurance d'1 million de dollars à la White Star Line, la compagnie propriétaire du Titanic, pour la perte de son mari. Après avoir payé les créanciers de son défunt mari, René reprend l'affaire familiale. Elle devient la première femme productrice et agente de Broadway et la première à posséder un théâtre à New York. Elle va produire des spectacles qui auront beaucoup de succès. Elle va également lancer les carrières de Barbara Stanwyck, Judith Anderson et Moss Hart. Un certain Louis Armstrong jouera au Hudson Theatre en 1929 dans un concert nommé Hot Chocolates. Malgré ses succès et 3 mariages, René est contrainte de vendre Harris Theatre en 1920. Son bail pour le Fulton Theatre se termine en 1921 et le Hudson Theatre fait faillite en 1932. Elle reste cependant active dans le milieu artistique et en 1955, elle va participer à la campagne promotionnelle du livre A Night to Remember de Walter Lord, qui relate le naufrage du Titanic. Une manière sans doute pour René de faire vivre la mémoire de son ancien mari. Elle fera également de même pour la campagne publicitaire du film du même nom qui sortira en 1958. Après une vie bien remplie, René s'éteint le 2 septembre 1969 à l'âge de 93 ans. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur le destin de 3 des passagers du Titanic et l'empreinte qu'ils ont pu laisser dans le théâtre ou le cinéma. Henry et René étant influents dans le milieu du théâtre, il n'est pas impossible qu'ils aient pu rencontrer la jeune Dorothy à bord, d'autant plus que tous les 3 étaient des passagers de première classe. Pour ma part, je dois avouer que c'était assez émouvant comme vidéo de suivre leur destin et leur carrière qui se sont croisés lors de ce triste voyage sur le Titanic. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Si d'autres parcours vous intéressent, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour que je puisse l'aborder dans une prochaine vidéo. Bye!